Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions du Seuil, présentent Falco, d'Arturo Pérez Reverte, interprété par Xavier Thiam. Chapitre 1. Train de nuit. La femme qui allait mourir parlait depuis une dizaine de minutes dans le wagon de première classe. Sa conversation était banale, inintéressante. La saison à Biarritz, le dernier film de Clark Gable et de Joan Crawford. Elle n'avait mentionné la guerre d'Espagne qu'une ou deux fois en passant. Lorenzo Falco l'écoutait, une cigarette à demi consumée entre ses doigts, jambes croisées, en évitant de trop écraser le pli de son pantalon de flanelle. La femme était assise près de la fenêtre, derrière laquelle défilait la nuit. Falco sur la banquette en face, près de la porte qui donnait sur le couloir de la voiture. Ils étaient seuls dans le compartiment. « C'était Jean Harlow, » dit Falco. « Pardon ?»« Harlow, Jean, celle de la malle de Singapour, avec Clark Gable. »« Ah ?» Elle le regarda sans ciller pendant 3 secondes de plus qu'il ne le fallait. Toutes les femmes accordaient à Falco au moins ces 3 secondes. Il l'examina encore quelques instants, appréciant les bas de soie avec couture, les chaussures de bonne qualité, le chapeau et le sac posés sur le siège voisin, la robe élégante de chez Vionnet, qui contrastait un peu aux yeux d'un fin observateur, et il en était un, avec le physique vaguement vulgaire de la voyageuse, dont l'affectation était un autre indice révélateur. Elle avait ouvert son sac et retouchait ses lèvres et ses sourcils, en affichant des manières et une éducation qui lui faisaient en réalité défaut. Une couverture judicieuse, se dit Falco, élaborée, mais loin d'être parfaite. « Et vous vous rendez aussi à Barcelone ?» demanda-t-elle. « Oui. »« Malgré la guerre ?»« Je suis un homme d'affaires. La guerre est défavorable aux uns et favorable aux autres. » Une ombre de mépris, aussitôt chassée, voilà le regard de la femme. « Je comprends. » La locomotive, 3 wagons à l'avant, lança un long sifflement, et la trépidation des bogies s'intensifia quand l'express aborda une longue courbe. Falco consulta sa Patek Philippe à son poignet gauche. Dans un quart d'heure, le train s'arrêterait 5 minutes en gare de Narbonne. « Excusez-moi, » dit-il. Il écrasa sa cigarette dans le cendrier, logé à l'extrémité de l'accoudoir de son siège, et se leva en lissant les pans de son veston, après avoir ajusté son nœud de cravate. C'est à peine s'il jeta un coup d'œil au filet du porte-bagages au-dessus de lui, où il avait rangé son chapeau, sa gabardine et une valise en cuir de porc fatigué dans laquelle il n'y avait que quelques vieux livres destinés à lui donner un poids apparent. L'indispensable, il le portait sur lui, son passeport, son portefeuille avec des devises françaises, allemandes et suisses, un tube de café-aspirina, des comprimés combinant aspirine et caféine, un étui à cigarette en écaille, un briquet en argent et un Browning 9 mm avec 6 balles dans le chargeur. Prendre son chapeau pouvait éveiller les soupçons de la femme. Aussi se borna-t-il à saisir la gabardine, en adressant un adieu silencieux et peiné à l'impeccable trilby de feutre marron. « Avec votre permission », ajouta-t-il en ouvrant la porte coulissante. Quand il regarda la femme pour la dernière fois, avant de sortir, celle-ci avait tourné la tête et son profil se reflétait dans la vitre obscure de la fenêtre. Il accorda un ultime coup d'œil à ses jambes. Elles étaient belles, conclut-il, équanimes. Son visage, quelconque, devait beaucoup au maquillage, mais sa robe moulait des formes dont les jambes confirmaient la suggestivité. Dans le couloir, il y avait un homme de petite stature, vêtu d'un long manteau en poil de chameau, chaussé de souliers bicolores et coiffé d'un chapeau noir aux très larges bords. Ses yeux étaient saillants, et il ressemblait vaguement à l'acteur américain George Raft.
Quand Falco s'arrêta près de lui, l'air de rien, il sentit une forte odeur de brillantine, parfumée à l'eau de rose, presque désagréable. « C'est elle ?» murmura le gringalet. Falco acquiesça en sortant de l'étui en écaille une nouvelle cigarette qu'il glissa entre ses lèvres. La petite bouche vermeille et cruelle de l'homme au long manteau se tordit. « C'est sûr ?» Sans lui répondre, Falco alluma sa cigarette et s'éloigna jusqu'à l'extrémité du wagon. En arrivant sur la plateforme, il se retourna et vit que l'individu n'était plus dans le couloir. Il fuma, adossé à la porte des toilettes, immobile, près du soufflet qui reliait cette voiture à la suivante, en écoutant le fracas assourdissant des roues sur les voies. À Salamanque, l'amiral avait beaucoup insisté pour que ce ne soit pas à lui d'exécuter le côté technique de l'affaire. On ne veut pas te griller ni prendre de risques si quelque chose tourne mal. Telle avait été la conclusion. L'ordre. Cette femme ira de Paris à Barcelone sans escorte. Contente-toi de la trouver, de l'identifier, puis fiche le camp. Paquito Araña se chargera du reste, tu sais, à sa manière subtile. Ce genre de travail lui va comme un gant. Le sifflet de la locomotive retentit une nouvelle fois. Le train ralentissait et l'on commença à apercevoir des lumières qui défilaient toujours plus lentement. Le tintamarre des bogies devint plus modéré et moins rythmique. En uniforme bleu, coiffé de sa casquette, le contrôleur apparut au bout du couloir en annonçant « Narbonne, 5 minutes d'arrêt !» Et sa présence mit en alerte Falco, qui, tendu, le regarda approcher et passer devant le compartiment que lui-même venait de quitter. Mais rien n'attira l'attention de l'homme, sans doute Araña avait-il baissé les rideaux, qui arriva près de Falco après avoir répété « Narbonne, 5 minutes d'arrêt !» et franchit le soufflet vers le wagon suivant. Il n'y avait pas grand monde sur le quai. Une demi-douzaine de voyageurs descendus du train avec leurs valises, le chef de gare qui, casquette rouge sur la tête et lanterne à la main, marchait sans hâte vers l'avant du train, et un gendarme qui visiblement s'ennuyait, couvert d'une courte pèlerine et planté près de la sortie, mains croisées derrière le dos, les yeux rivés sur l'horloge pendue à l'auvent, dont les aiguilles indiquaient 0h45. Tandis qu'il passait devant, Falco jeta un regard vers le compartiment où était restée la femme. Les rideaux étaient baissés. Il remarqua aussi qu'Araña, descendu par la porte du wagon voisin, marchait à une douzaine de pas derrière lui. En tête du train, le chef de gare agita sa lanterne et lança un coup de sifflet. La locomotive laissa échapper un nuage de vapeur et s'ébranla, entraînant les autres voitures. Au même moment, Falco entrait dans la gare, traversait le hall et sortait de l'autre côté dans la rue, sous la lumière jaunâtre des lampadaires, qui éclairaient un mur couvert de panneaux publicitaires et une Peugeot garée au bord d'un trottoir peu après la station de taxi à l'endroit convenu. Il s'arrêta un instant, juste ce qu'il fallait pour permettre à Araña de le rattraper, et il ne dut même pas se retourner, parce que l'odeur de la brillantine et de l'eau de rose lui annonça que son acolyte l'avait rejoint. « C'était bien elle », confirma Araña. Tout en disant cela, il tendit à Falco un petit portefeuille en cuir. Puis, main dans les poches de son manteau et chapeau incliné sur le front, il s'éloigna d'un pas court et rapide dans la vague lumière jaune de la rue et alla se perdre dans l'ombre. De son côté, Falco se dirigea vers la Peugeot, dont le moteur tournait et dans laquelle une silhouette noire immobile était au volant. Il ouvrit la porte arrière, s'assit sur le siège, posa sa gabardine à côté de lui et le portefeuille sur ses genoux. « Vous avez une lampe de poche ? » ?»« Oui. »« Donnez-la-moi. » Le chauffeur lui tendit une torche électrique, passa en première et démarra. Les phares éclairèrent des rues désertes, puis la périphérie de la ville, et le véhicule s'engagea sur une route flanquée d'arbres, au tronc chaulé. Falco dirigea le faisceau de lumière sur le contenu du portefeuille. Des lettres, des documents dactylographiés, un agenda renfermant numéros de téléphone et adresse, 2 coupures de presse allemande, un laissez-passer avec photographie et cachet de la Généralité de Catalogne au nom de Luisa Rovira Balces. 4 des documents portaient des tampons du Parti communiste espagnol.
Il remit le tout dans le portefeuille, posa la torche près de lui, se rencogna sur le siège, ferma les yeux et appuya sa tête au dossier, après avoir desserré son nœud de cravate et s'être couvert avec sa gabardine. Même à présent, détendu par le sommeil qui le gagnait, son visage anguleux et attrayant, où commençait à pointer une barbe qu'il ne s'était pas rasée depuis des heures, ne perdait rien de son expression habituelle, enjouée et sympathique, malgré le rictus de dureté cruelle qui pouvait l'assombrir de façon inquiétante. On aurait dit que celui qui l'affichait était sans cesse accaparé par une plaisanterie tragicomique, universelle, à laquelle il n'était pas étranger. Les arbres badigeonnés de blanc continuaient de défiler dans la lumière des phares, de part et d'autre de la route. Avant qu'il ne s'endorme, bercé par le balancement de l'automobile, la dernière pensée de Falco fut pour les jambes de la femme morte. Dommage, conclut-il, en s'abandonnant au sommeil. Quel gâchis! En d'autres circonstances, il n'aurait pas refusé de passer entre elles une longue nuit.